merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter une partie de la littérature, une partie de nos travaux en cryopréparation et microscopie corrélative. D'abord, me présenter. Je suis responsable d'une plateforme. Alors, voilà. Une plateforme de microscopie électronique à Marseille, où on est trois ingénieurs ou assistants ingénieurs. On prépare les échantillons pour notre institut, mais aussi pour des utilisateurs extérieurs. Euh, on a plusieurs tutelles au-dessus de nous, le CNRS et l'Université Aix-Marseille. On fait partie des réseaux France Bioimaging et le RIM. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite de la présentation. Donc, je vais commencer par la CLEM, la microscopie électronique, la microscopie corrélative entre la microscopie photonique et la microscopie électronique. Alors, ma vision de la CLEM, c'est qu'il existe deux grandes familles. La première famille, c'est la CLEM pour retrouver l'aiguille dans la botte de foin. Et je vais commencer par ça. La deuxième famille, c'est la CLEM pour faire un coloriage. Et je vais vous expliquer aussi je vous donnerai d'autres applications sur cette grande famille-là aussi. Donc la première partie, trouver l'aiguille dans la botte de foin, on va prendre l'avantage de la microscopie photonique qui va nous permettre généralement d'explorer des grands volumes d'échantillons de façon à trouver un événement rare et le cibler pour ensuite l'observer par microscopie électronique. Alors là, c'est un des exemples vraiment les plus simples qu'on peut imaginer. On aurait éventuellement ici une moelle osseuse de souris qui présente un signal GFP endogène. On peut, sur coupe vibratome fixée chimiquement, observer cette fluorescence, identifier une région d'intérêt. Ici, c'est un site de blessure. Identifier cette région en microscopie photonique à faible grossissement, prendre des images à plus fort grossissement, et ensuite préparer cet échantillon pour la microscopie électronique. Généralement, l'anatomie du tissu est suffisante pour qu'on puisse se repérer, et ensuite cibler la même région où on a trouvé un événement intéressant. Ici, c'était la présence d'une cellule multinucléée. Alors, donc dans les microscopies corrélatives, il n'y a pas que la CLEM. On peut aussi corréler d'autres types de microscopies. Et là, en l'occurrence, je vais vous présenter un travail qu'on a fait où on a corrélé de l'imagerie micro-CT, tomographie rayon X, et de la microscopie électronique à balayage en serial block face. Le but, c'est là aussi de trouver l'aiguille dans la boîte de foin. L'aiguille, c'est ce petit rond, cette petite masse blanche qu'on voit sur l'image de droite. C'est un agrégat plaquettaire qui a été provoqué par laser dans un tissu biologique qu'on voit en faible grossissement sur l'image de gauche, qui est très plat, mais qui mesure plusieurs millimètres de long, de large. Et le but ici de cette approche, c'est d'utiliser la microscopie à rayon X pour localiser précisément la structure d'intérêt de façon à pouvoir le cibler et l'observer ensuite par serial block face. Donc ici, à gauche, on a les deux images de gauche sont les mêmes, soit en négatif, soit en positif, d'une image, d'une coupe virtuelle dans ce jeu de données micro-CT, où on trouve la région d'intérêt, donc ce fameux agrégat dans une artériole. Et on a pu ensuite corriger les différents angles de notre échantillon dans son bloc grâce à ce jeu de données et au réglage de notre ultramicrotome de façon à préparer notre bloc pour le serial block face, et on reconnaît bien les structures. On peut donc ici corréler les deux images et donc on a réussi à utiliser le micro-CT pour cibler cet événement rare. Ici, une validation de ce que ça donne, toujours sur des coupes virtuelles à gauche du micro-CT à haute résolution cette fois-ci.
et en comparant avec l'approche qu'on peut faire par Serial Block Face en début d'acquisition. Et là, on reconnaît bien, donc ces bandes blanches que vous pouvez voir autour, c'est du muscle. Donc on peut voir à quel point on a réussi à retrouver la même zone et à corriger les différents angles d'orientation qu'on pouvait avoir dans notre bloc. Cela, ça nous a permis... Alors, ça nous a permis de réaliser cette acquisition en serial block face, donc, qui est une méthode d'imagerie qui permet d'explorer de très grands volumes d'échantillons. On parle de plusieurs centaines de microns à l'échelle de la microscopie électronique, avec une résolution certes un peu moins bonne qu'en transmission. On est de l'ordre de 10 nanos en résolution XY et de l'ordre de 30 à 40 nanos en résolution en Z. Voilà, donc là, on a pu ensuite venir se balader à l'échelle de la microscopie électronique à l'intérieur d'une artériole de souris dans laquelle on avait provoqué un agrégat plaquettaire. Le but ici était d'identifier tous les partenaires cellulaires, plaquettes activées, plaquettes inactivées, neutrophiles, qu'on peut retrouver dans un agrégat plaquettaire. Donc ça, c'était la première approche, donc trouver l'aiguille dans la botte de foin, alors par la clem, en photonique, en électronique, mais pas que. On peut aussi aligner, utiliser d'autres modalités que la microscopie photonique et l'électronique. La deuxième grande famille, c'est le cahier de coloriage. Donc d'un côté, on va avoir la microscopie électronique qui va nous donner l'information structurale et on va ajouter la microscopie photonique pour nous donner de l'information moléculaire et de façon à donner de la couleur à notre échantillon. Alors, la couleur, c'est de l'information, c'est pas que pour faire joli. Le problème, c'est qu'on a de grandes différences de résolution entre les deux modes d'imagerie. Généralement, la microscopie électronique, on est à une résolution de l'ordre du nanomètre. La microscopie photonique, on est plutôt dans une résolution de l'ordre de 200 nanomètres, quand on parle de microscopie photonique conventionnelle. Avec l'émergence des microscopies photonique à super résolution, beaucoup de personnes se sont dit, maintenant qu'on a de la super résolution en photonique, la microscopie électronique va perdre de son intérêt. Ben, moi, je pense au contraire, c'est maintenant que la microscopie photonique commence à remplir le gap de résolution qui est entre les deux, que la microscopie électronique peut aussi prendre tout son sens dans les approches de corrélatives. Et là, je mettais cette petite flèche pour tous les parents qui nous regardent ou les oncles et tantes qui ont déjà dit aux plus jeunes, quand ils font un cahier de coloriage, de ne pas dépasser. Et justement, quand on utilise la microscopie photonique conventionnelle pour faire de la corrélative, eh ben, justement, ben, on dépasse. On n'arrive pas à identifier précisément les structures, on n'arrive pas à localiser précisément les molécules sur l'information ultrastructurale. Donc c'est là où tout l'intérêt de la microscopie photonique à super résolution. Alors là, je vous présente le workflow que nous avions développé à l'époque dans le laboratoire de Marino Zerial à Dresde, où on utilise la technologie PalmStorm pour réaliser de l'imagerie à super résolution d'une protéine RAP5 conjuguée à la protéine photoactivable Dromba. Ça, c'est pour le côté Palm. Et pour le côté Storm, de regarder les molécules cargo qu'on va donner aux cellules et qui vont ensuite se balader dans les différents compartiments de la voie endosomale. Donc, en gros, on donne ces molécules à des cellules. On fixe ensuite ces cellules par fixation chimique. On prépare des petits culots de cellules qu'on cryoprotège. Ensuite, on fait réaliser des cryocoupes selon la méthode de Tokuyasu. Et ces cryocoupes sont ensuite inclus dans un film, sont ensuite déposés sur une grille de microscopie électronique qui dispose de marqueurs alphanumériques, donc des toutes petites lettres qui se trouvent sur cette grille, qui vont nous permettre de nous repérer entre les deux modalités, la microscopie photonique et à super résolution et la microscopie électronique. Ensuite, on réalise l'acquisition à super résolution qui va nous générer une image super résolue. On récupère cette même grille, et c'est sur cette même grille, ce même échantillon et au même endroit qu'on va réaliser
la tomographie électronique. Après une inclusion en gélatine, après une inclusion en méthylcellulose, de cette coupe en méthylcellulose, et un contraste à l'acétate d'uranium. Alors, ça va nous donner ce genre de résultat. Ici, une image à l'intérieur d'une cellule en microscopie photonique conventionnelle. Donc là, c'est évidemment très zoomé. Ce n'est qu'un crop d'une image classique en épifluorescence, mais c'est le champ classique qu'on peut obtenir en super résolution ou un petit crop dans une image à super résolution. La super résolution nous permet de révéler vraiment plus précisément la localisation des molécules en Palm et en Storm. Et en gros, c'est là où on a commencé à avoir des problèmes avant qu'on se mette à faire de la microscopie électronique. C'est que dans ces petits points, il est vraiment impossible d'imaginer quelles sont les structures et où elles se trouvent. Vraiment, on a l'impression d'avoir juste des petits points un petit peu de partout et on n'a plus du tout de structure. Donc, c'est vraiment la super résolution qui révèle l'intérêt de la microscopie électronique pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Et donc là, on a un stack dans le tomogramme réalisé par microscopie électronique, par tomographie, et c'est lui qui va nous permettre de révéler toutes les membranes. Donc là, pour tous les organelles qui ne sont pas d'un premier intérêt pour nous, comme les mitochondries ou le réticulum endoplasmique, on a fait une segmentation relativement rapide, mais qui nous sert surtout à donner du contexte. En revanche, je tiens à préciser que pour les organelles d'intérêt, donc on a identifié comme des endosomes, des early endosomes, des endosomes précoces, des endosomes tardifs. Là, pour le coup, on a pris le parti de ne segmenter que les membranes qui nous paraissent à 100%, qu'on peut identifier à 100%. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'on fait une projection de cette segmentation en 2D, puisque finalement, notre microscopie à super résolution, elle n'est que 2D, on n'a pas l'information dans l'épaisseur de la coupe, eh bien, ça nous suffit finalement de faire une projection 2D de cette segmentation pour mieux comprendre ce signal en super résolution. Donc là, maintenant, je combine les deux, je fais donc cette corrélative où j'applique la microscopie à fluorescence super résolue à la microscopie, à la formation des membranes données par la microscopie électronique. Ici, je tiens également à préciser qu'il n'y a eu aucune correction manuelle de l'alignement entre les deux signaux. Ça ne repose que sur des fiduciels, donc qui peuvent être soit des billes de polystyrène qu'on peut mettre au besoin soit dans le culot de cellules, soit directement sur la grille. Ça peut également être des bactéries. Dans la version finale du papier, en l'occurrence, c'était des bactéries fixées au glutáraldéhyde, donc avec de l'autofluorescence, qui nous permet de corriger, d'aligner un signal par rapport à l'autre. Et donc sur le dataset que je vous présente, c'était des billes de polystyrène et il n'y a eu aucune correction manuelle. C'est le centre des billes qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on accepte un certain décalage à certains endroits, notamment tout en bas à droite. On remarque un tubule de recyclage tout dans sa longueur et on remarque qu'il y a un petit décalage de verre pour la transférine qui est un petit peu à côté. Mais c'est pas grave. On préfère, plutôt que de corriger manuellement, on préfère comprendre et essayer d'identifier pourquoi il y a ce décalage qui, malgré tout, reste minime. Donc là, c'était donc pour la présentation en corrélative. Pour la première approche, trouver l'aiguille dans la boîte de foin, et la deuxième approche, le cahier de coloriage. Alors maintenant, je vais basculer dans les cryopréparations. Et d'abord, juste un petit récapitulatif de la cryomicroscopie électronique. Alors, un peu comme en microscopie électronique à transmission, dans les sciences du vivant, on a deux grandes familles, le contraste négatif et la microscopie électronique sur coupe. Eh bien, en cryomicroscopie électronique, également dans les sciences du vivant, on a à peu près la même chose et généralement, c'est à peu près les mêmes personnes. Ceux qui faisaient auparavant du contraste négatif font aujourd'hui du single particle analysis. Et ceux qui aujourd'hui font de la biologie, on va dire, plus cellulaire sur coupe, eh ben, quand ils veulent faire de la cryomicroscopie électronique en transmission, ils font
soit du sémovis, soit de la lamelle fine. Alors, le problème avec la cryomicroscopie électronique réelle, c'est que ça a un certain coût et qui n'est pas que financier, ça a aussi un coût humain, ça prend beaucoup de temps. Quand on parle de sémovis, généralement, ça se passe sur des coupes épaisses, donc ça oblige à faire de la tomographie. L'acquisition fibre, c'est pas donné à tout le monde et ça prend aussi beaucoup de temps. Euh, donc c'est aussi un coût temporel, un coût humain. On peut avoir un intérêt de passer par les cryométhodes pour finalement observer notre échantillon cryo-préparé à température ambiante de façon à pouvoir augmenter le flux d'analyse. Alors finalement, on prend l'avantage de la cryo-immobilisation, mais pourquoi faire ça? Quels sont les avantages? Eh bien, ce qu'on entend souvent en premier argument, c'est qu'on est au plus proche de l'état natif, notamment au niveau de la conservation de l'infrastructure des membranes biologiques, mais c'est loin d'être le seul argument. Il y en a d'autres dont on entend un peu moins parler, mais qui sont tout que Alors, juste, Nicolas, on a été coupé 10 secondes. Donc, est-ce que vous pourriez revenir, réinterpréter juste 10 secondes d'interruption? Répétez ce que vous venez de dire. de l'or. Ah, là, vous m'avez repris? Oui, là, c'est bon. Allô? Vous pouvez reprendre. Ah, d'accord. Très bien. D'accord. Alors, je ne sais pas exactement où ça s'est arrêté, mais donc on va tirer l'avantage de la cryo-immobilisation, mais grâce aux cryo-préparations ou les cryométhodes, on va pouvoir faire de l'imagerie à température ambiante. Ça va nous permettre d'avoir un plus haut débit parce qu'on va pouvoir travailler sur des coupes ultra fines, alors que la cryo, généralement, nous oblige à faire souvent de la tomographie et le FIB est aussi une acquisition assez lente. Donc pourquoi faire de la fixation de pression? Plusieurs avantages. On est au plus proche de l'état natif, principalement pour les membranes biologiques, mais il n'y a pas que cet argument-là. Il y a aussi l'argument de la vitesse. La fixation haute pression, c'est un phénomène qui nous prend entre 20 et 25 millisecondes, alors qu'une fixation chimique, ça prend de 1 à 2 minutes sur un échantillon, sur un petit échantillon. Donc ça a un assez grand intérêt à ce niveau-là. Et de fait, grâce à cette vitesse de fixation, ça amène d'autres avantages euh, qui sont des conséquences. C'est la résolution temporelle. Donc quand on veut immobiliser un échantillon dans l'ordre de la seconde pour visualiser un événement très rapide, la fixation de pression va nous permettre d'aller atteindre la résolution temporelle, la résolution de la seconde euh, plutôt que la résolution de la minute pour la fixation chimique. Et enfin, cette vitesse amène aussi l'avantage de la simultanéité, c'est-à-dire que l'intégralité de notre échantillon va être immobilisée en quelques millisecondes, alors qu'une fixation chimique, ça va prendre du temps à aller de la périphérie, qui sera fixée peut-être de l'ordre de la seconde, jusqu'à la profondeur de l'échantillon, où là, ça peut mettre plusieurs minutes. Et donc, cette différence entre la surface et l'intérieur, c'est ce que je considère comme un des gros avantages aussi, parce qu'on ne sait pas comment l'intérieur de l'échantillon peut réagir au fait que sa surface soit fixée. Euh, Troisième avantage, c'est une meilleure préservation de la fluorescence, de l'antigénicité. Et enfin, il y a des échantillons qui ne supportent pas la fixation chimique ou alors dans lesquels la fixation chimique donne de très mauvais résultats. Je pense à Caenorhabditis elegans, le nématode, ou assez généralement aux échantillons de plantes. Donc là, je vous montre juste quelques exemples qui ne sont pas de chez nous, mais qui sont assez parlants sur l'avantage de la cryo-immobilisation. Sur la première ligne, c'est du Caenorhabditis elegans, du nématode. On voit la corde neurale. Donc à gauche, par fixation haute pression, on voit que les membranes sont complètement crénelées, qui n'ont pas l'air tout à fait naturelles, alors que par fixation de pression, les axones reprennent
leur section ronde. C'est un des gros avantages de la cryofixation. Et au-delà de la beauté de l'échantillon, il a également été démontré que lorsqu'il vient le moment de faire des mesures, de l'analyse quantitative sur, par exemple, la, la lumière entre deux membranes, par le passé, avant la fixation de pression, on pensait que les crêtes, effectivement, avaient un espace intermembranaire de l'ordre de plusieurs dizaines de nanomètres, voire un peu plus, alors qu'en réalité, c'est un artefact de la fixation chimique. Quand on regarde un échantillon par fixation de pression, on remarque que les crêtes que l'espace intermembranaire est vraiment beaucoup plus faible que ce qu'on croyait auparavant. Alors après qu'on a fait une fixation par haute pression, évidemment, ce n'est pas fini. On a un échantillon qui est immobilisé, qui est en glace vitreuse. C'est pour ça qu'on l'a fixé sous la haute pression. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, c'est un échantillon qui n'est pas fixé chimiquement. Donc ensuite, il va falloir effectivement le fixer chimiquement, mais ça va se passer tout en même temps, à la fois la déshydratation, la fiction est simultanée et j'utilise ce mot par couche. Il faut vraiment imaginer un échantillon qui est comme un petit glaçon qu'on va mettre dans de l'acétone avec des fixateurs. Et ce petit glaçon va fondre de sa périphérie vers l'intérieur. Et donc c'est là où c'est là où on aura la simultanéité, c'est-à-dire qu'il va se fixer par couche de façon très lente, mais le cœur, qui lui est encore de la glace vitreuse, ne va pas pouvoir répondre à l'échelle moléculaire au fait que la périphérie soit fixée. Ensuite, on utilise un appareil de freeze substitution qui nous permet de faire des rampes de température de façon ensuite à rincer l'échantillon une fois qu'il a été fixé, puis à l'inclure en résine. Et c'est là où on va pouvoir revenir à température ambiante pour à la fois l'ultramicrotomie et l'imagerie. C'est vraiment l'objectif final. Maintenant, je vais vous présenter un exemple de cryopréparation qu'on a appliqué à Cenorhabditis elegans au laboratoire pour un projet de Nathalie Pujol du CIML pour identifier un organelle inconnu dont la fonction est inconnue, qui est ces stacks membranaires que l'on voit là dans l'épiderme de C. elegans, souvent en contact avec les mitochondries. Et par l'imagerie en tomographie, on arrive à extraire l'information 3D de cet échantillon. Typiquement, c'était un échantillon où l'information 3D était extrêmement importante parce qu'il a une géométrie assez complexe. Ce n'était pas forcément très évident sur la vidéo, mais ces stacks membranaires présentent une géométrie très variable. Ils peuvent tourner, ils peuvent s'incliner, et en plus, cette approche par tomographie nous permet de mettre vraiment en évidence le contact très étroit qu'il y a avec les mitochondries. Alors, je vais, en voulant quitter, pardon, je reviens, je vais repartager et j'en ai fini dans pas très longtemps. Est-ce que vous avez à nouveau l'écran? Oui, on a une image à voilà. l'écran. Alors là, il me reste 2 diapositives. C'est pas des travaux qui sont faits chez nous. Et d'ailleurs, ceux-là, sont des travaux qui datent un petit peu, mais qui restent quand même, pour moi, un des meilleurs travaux dans ce qui s'appelle, où on a combiné maintenant la clem, le début de ma présentation, et la cryopréparation, de façon à obtenir une clem qu'on appelle time resolved, donc qui nous permet vraiment de faire à la fois de la microscopie photonique live et à la fin d'une acquisition live, de fixer l'échantillon par haute pression parce qu'on a une fixation très rapide et qui va nous qui va nous donner les meilleures structures, et de la microscopie électronique. Donc là, c'est vraiment juste un exemple, mais on voit sur le haut différentes time frames, là, différentes images d'une vidéo
d'une vidéo en photonique et à 235 secondes, l'échantillon est basculé dans le fixateur haute pression. On estime à entre 10 et 20 secondes le temps nécessaire pour réaliser l'immobilisation. Puis, en fait, ça prend une semaine, mais une semaine après, on vient voir exactement la même cellule en microscopie électronique. Donc, on reconnaît la forme du noyau et puis la membrane en haut à gauche ici. Et à plus haute résolution, il a même été réalisé un marquage anti-GFP pour démontrer la localisation de la protéine d'intérêt. Et alors, un dernier exemple qui est beaucoup plus récent, mais que je trouve vraiment extrêmement élégant, qui lie la CLEM et la cryopréparation pour faire du haut débit, où différents génotypes, différentes souches de levures sont mises en culture. Indépendamment les unes des autres, ces différentes souches de levures sont mises en présence de fluorochrome qui va venir s'intégrer dans la paroi de la levure. Ces différents fluorochromes, de la même façon qu'un écran RGB, on peut les mélanger de façon à obtenir une plus grande palette de couleurs. Toutes ces souches sont donc mélangées dans le même tube et on va pouvoir, grâce à ce mélange de couleurs, identifier ensuite par la microscopie photonique et par la microscopie électronique les différentes souches de façon à analyser leur ultrastructure. C'est extrêmement élégant, c'est un travail du laboratoire de John Briggs à l'ENBL et ils ont toujours d'excellentes idées en développement et toujours des approches très élégantes. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation de la CLEM, des cryopréparations, et je vous remercie pour votre attention.